Bonjour à tous, Monsieur le Premier ministre, cher Jean-Pierre, sincère remerciement d'avoir donné si simplement et si rapidement votre acceptation. Ce n'est pas à moi ici de faire votre biographie, tout le monde la connaît, mais je veux souligner deux belles qualités dont j'ai bénéficié depuis très longtemps, votre fidélité et surtout votre grande gentillesse. Encore merci d'avoir accepté de venir à notre cercle un lundi matin. Donc, cher Jean-Pierre, vous me permettez de vous laisser la parole. Je rappelle aussi que Jean-Pierre Raffarin vient de sortir un livre. Nous ne sortons pas de l'histoire, qu'il ne m'a même pas demandé le thème qu'il souhaitait, donc j'en ai inventé un. États-Unis, Chine, quel leadership, au pluriel. Et évidemment, ça a un lien avec votre livre précédent. Et c'est d'ailleurs un des thèmes de votre fondation. Maintenant, tout le monde sait que Jean-Pierre Raffarin est libre, donc il fait ce qu'il veut de ce que je lui ai proposé. Cher Jean-Pierre. Bonjour. Je sais que la liberté est la caractéristique de ce club déjà depuis longtemps. Et un certain nombre de visages ici me montrent que cette liberté va avec cette diversité, cet esprit de tolérance, d'écoute, que je connais bien à la fois chez Éric et chez vous, cher président Fernand Girard. Ça me fait très plaisir d'être ici, naturellement de choisir mon thème tranquillement, et de pouvoir avec vous un peu frotter nos cervelles dans un moment heureux, mais sur une situation qui, elle, n'est pas très heureuse. Et donc, je voudrais saluer ici les nombreux amis que je retrouve et dire que c'est très intéressant de voir qu'avec le temps, un certain nombre de personnalités, nous nous retrouvons de plus en plus, la sagesse nous réunissant progressivement. Et donc c'est une joie pour moi. En tout cas, je suis très content de voir Jean-Paul et de Philippe Herzog, personnalités pour qui j'ai une grande admiration et que depuis un certain temps, j'ai pu suivre avec beaucoup d'intérêt. Donc quand je vous dis que la situation n'est pas très heureuse, c'est parce que vraiment, je crois que notre situation internationale est très dangereuse. En résumé, et pour arriver au sujet sur la tension entre la Chine et les États-Unis, je voudrais dire que le monde est profondément désorganisé aujourd'hui, une gouvernance mondiale qui va à volo, et le plus dur peut-être pour nous, c'est cette Europe qui est pour moi menacée de déconstruction. Pourquoi? Parce que d'abord, après ce qui s'est passé avec le Brexit, ce qui s'est passé dans différentes tensions, on avait le sentiment qu'il y avait une volonté nouvelle de se rassembler, de faire face ensemble aux difficultés. Et puis, progressivement, on voit un certain nombre de nuages qui s'amoncellent. D'abord, commençons par cette guerre en Ukraine qui fait du peuple ukrainien la première victime de cette agression russe dans des conditions tragiques. Nous parlons aujourd'hui beaucoup de techniques, de tactiques, de développement, de recherche d'armes, mais on parle assez peu de ce peuple ukrainien qui est profondément meurtri dans des situations humaines d'une extrême difficulté, d'une grande douleur. Et donc on a cette situation qui est une situation à notre porte. Mais évidemment, si le peuple ukrainien est la première victime, peut-être que l'Union européenne peut être la seconde victime. Et c'est quelque chose qui doit nous préoccuper beaucoup. Non seulement nous avons, avec cette guerre, un certain nombre de faits qui viennent nous marquer, des faits économiques, des faits sociaux, l'inflation par exemple, la crise de l'énergie et les divergences qu'elle porte également. Mais on voit bien que, et ce qui est le plus grave de mon point de vue, c'est que les germes de la division s'installent à nouveau en Europe, et notamment entre la France et l'Allemagne, de manière assez significative. Nous voyons que notamment parce qu'il y a cette guerre en Europe, les peuples qui en Europe ont peur de la guerre appellent les États-Unis. Et plus on est proche de la Russie, et plus on appelle les États-Unis.
Il y a trois ans, le président de la République française parlait de mort cérébrale pour l'OTAN, et aujourd'hui, tout le monde veut se précipiter dans l'OTAN. Et pour l'Europe, on comprend bien combien on a tous besoin des États-Unis. Et cependant, nous avons une guerre en Europe sur notre territoire et le chef de guerre est américain. C'est quelque chose qui doit nous concerner et on voit bien que ça génère un certain nombre de divergences. Certains pensent que vraiment, tant que l'Europe n'aura pas une souveraineté capable d'assumer sa stratégie, elle n'aura pas forcément de destin. Et si elle n'a pas de stratégie, eh bien, on voit bien que nous serons dans une situation très tiraillée, notamment par cette tenaille entre la Chine et les États-Unis. J'y reviens. Mais j'insiste sur cette menace de division parce que je vois bien qu'il y avait pour un certain nombre de gens, notamment les dirigeants français, une logique qui était d'essayer de chercher avec la défense européenne, de chercher des éléments de souveraineté dans l'Union européenne. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a cette divergence, et notamment quand on discute avec les Allemands, on voit bien que les Allemands appellent plus les États-Unis que nous d'une certaine manière, et donc nous avons là un sujet qui peut dériver. Et si l'Europe doit faire un certain nombre d'efforts militaires, il faudra bien voir ce que vont faire les Allemands avec les 100 milliards qu'ils promettent dans la défense. Et si ce sujet-là n'est pas traité de manière européenne, nous avons de quoi être inquiets et il faut pouvoir le dire très, très librement. C'est quelque chose qui est très douloureux pour nous. Et donc il y a cette menace de déconstruction qui nous vient de l'Ukraine. Il y a une autre menace qui est aujourd'hui très difficile à assumer, c'est au fond tout ce qui se passe en Afrique. Et de plus en plus, tout se passe comme si nous étions progressivement chassés d'Afrique. Je caricature un peu, mais on voit bien que, d'abord, il y a une exportation de la querelle russe en Afrique avec le développement de Wagner, et puis on voit bien aussi que nous sommes dans une situation où le terrorisme est devenu l'adversaire numéro un des bonnes relations entre l'Europe et l'Afrique, et on voit bien qu'il y a 1 milliard de jeunes grosso modo à intégrer d'ici la fin du siècle, et qu'il y a deux grandes forces qui peuvent intégrer. Il y aura la force économique de l'Afrique et de ses partenaires, et puis il y a de l'autre côté le terrorisme, qui aujourd'hui est une école, et le terrorisme est un emploi, le terrorisme est une organisation qui accueille un grand nombre de gens. Et donc on voit bien que dans ce contexte-là, nous avons une pression d'un côté au nord, une pression au sud, et que tout ceci ne nous rend pas très optimistes sur un certain nombre de situations, parce qu'il ne faut pas croire que la France et l'Europe pourront être heureuses si l'Afrique est malheureuse, et on voit bien que la crise migratoire est comme le dit un ancien président de la République française, n'est pas encore commencée, elle est encore devant nous. Et tout ce contexte-là, déjà difficile, nous sommes dans une tenaille donc, entre les États-Unis et la Chine. En effet, pour ce qui est probablement la cause principale, qui est le leadership, de savoir que... Je fais une petite parenthèse pour les jeunes qui sont ici présents et qui préparent les écoles de commerce. Si vous avez quelque chose à lire de moi, ce n'est pas forcément ce livre-là, c'est celui sur le leadership, pour préparer vos oraux, pour préparer la manière dont on s'exprime, la manière dont on convainc, la manière dont on s'affirme, parce que c'est ça, les écoles. Donc, je vous fais une petite parenthèse, mais travailler cette question, c'est très important pour les autres. J'en reviens à mon sujet et à cette tenaille entre les États-Unis et la Chine. Au fond, on a appelé ça le piège de Thucydide. Au fond, c'est pas nouveau. C'est le numéro 1 qui refuse de voir la montée du numéro 2, ou qui veut plutôt la contenir, et le numéro 2 qui se verrait bien à la place du numéro 1. On a vu ça avec Athènes et Sparte, on a vu ça avec Rome et Carthage. On connaît dans l'histoire cette bataille pour le leadership. Et ça avait commencé sur des problèmes douaniers, ça s'est développé avec des sanctions politiques, notamment à propos des Jeux Olympiques, et puis maintenant c'est devenu quelque chose, avec la crise de Taïwan potentielle qui est toujours là, est devenu quelque chose d'exprimé, et quelque chose, entre guillemets, qui peut même être manipulé. Et donc, on voit bien que les États-Unis ne veulent pas dire à leur peuple que peut-être à la fin de ce siècle, ils ne seront pas les premiers du monde, et donc ils se refusent à cette idée-là, et ce faisant, ils essaient de faire pression sur l'ensemble du monde pour que nous soyons avec eux contre la Chine. Et quand M. Biden vient pour le G7 en Europe, il n'a qu'une idée, c'est vraiment de nous mettre dans le camp des États-Unis contre le camp de la Chine. Et d'ailleurs, à cela, il a un certain nombre de moyens. L'extraterritorialité des lois, qui fait que les États-Unis, si vous travaillez en dollars, vous êtes soumis aux lois du dollar, et vous êtes en situation où, naturellement,
nous avons de très fortes pressions qui nous viennent des États-Unis, avec des capacités de rétention aussi, avec quelquefois ce qu'on pourrait appeler des ingérences, mais quand on impose la fermeture de Total en Iran, la fermeture de nos usines automobiles. Donc là, on a des pressions très très fortes qui sont extraordinairement prégnantes sur notre propre économie. Je discutais avec le président français d'un grand groupe, notamment dans le domaine de l'énergie, qui commence par T et qui se termine par L, et qui me dit, je lui disais, mais pourquoi vous suivez les États-Unis? Vous n'avez que 5% de capital américain, tout ça. La réponse, c'est qu'avec 5% de capital américain, on ne fait pas une assemblée générale contre les Américains. Et donc, ce n'est pas 50% la domination, c'est que 5% de fonds américains dans une grande entreprise mondiale, la pression américaine au cours des assemblées générales est très très forte. Et donc, on voit qu'on a ce côté-là qui est quelque chose pour nous de difficile, puisque nous sommes alliés des États-Unis, il ne s'agit pas d'abandonner cette alliance, et d'autre part, nous avons une forme de fraternité avec les États-Unis, notamment sur la démocratie. Nous sommes frères en démocratie, même si nous avons les uns et les autres beaucoup de difficultés. Mais au moins, ils nous ont donné, je trouve, une belle leçon quand même de démocratie qui mérite qu'on les respecte sur ce terrain-là. C'est que quand ça va mal chez eux, ils vont voter. Quand ça va mal chez nous, on ne va pas voter. Et donc, nous, on a des taux de participation nuls. Et monsieur Trump, il fait quand même 6 millions de voix de plus à la fin qu'au début. Donc il a gagné 6 millions de voix pendant son exercice. Pour un leader politique, gagner des voix en cours de mandat, c'est quand même très important. Il gagne 6 millions. Et comment il est battu par Biden? Parce que Biden monte la participation, avec les Américains naturellement, à 80 millions. Et c'est la taux de participation qui fait gagner Biden. Donc la démocratie est vivante si les gens vont voter. Et chez nous, ce qui est tragique, c'est que quand ça va mal, on ne va pas voter. Et donc on voit bien que les États-Unis, pour nous, c'est très difficile. Vieille stratégie française. Alliés, mais pas alignés. On voit qu'on a des alliances, on a des certitudes claires grâce à notre passé, à certaines perspectives politiques, mais naturellement, on voit bien que les États-Unis ne pensent qu'à leur propre intérêt. Et personnellement, alors je suis peut-être un peu orienté dans mes... personne n'est vraiment tout à fait objectif, mais moi j'ai quand même vécu personnellement dans ma chair un dîner à l'Élysée, nous y étions 4, le président Chirac à droite, en face George Bush, en face moi Colin Powell, le 4, et Chirac dit « As-tu les preuves de ce que tu annonces sur les armes de destruction massive ?»« Oui, j'ai les preuves, je te les montrerai. Tant que tu ne me les montres pas, je n'y crois pas. Je vois ça, je vois Colin Powell, je les ai vus mentir. Je les ai vus. » Donc je fais attention quand même quand j'entends des choses, je vois bien aujourd'hui, on a la propagande américaine d'un côté, la propagande chinoise de l'autre. Méfions-nous de toutes les informations qu'on reçoit, parce que ce sont deux machines de propagande formidables. Les Américains étant plus subtils que les Chinois dans cet exercice. Mais tout ça pour dire que je n'hésite pas sur mon camp, je suis dans le camp des démocraties, j'ai le sens de la gratitude avec les États-Unis, mais je me méfie bien parce qu'ils ne pensent qu'à leur intérêt. J'ai vu, quand l'histoire de cette affaire en Irak, 3 de mes amis, qui étaient Tony Blair, qui étaient Aznar et Berlusconi, le dernier étant à l'époque beaucoup plus drôle que maintenant, je les ai vus choisir Bush contre Chirac et Schroeder et aller aux États-Unis pour apporter le soutien. Et je les ai vus après. Ils n'ont rien obtenu. C'était un geste complètement gratuit. Quand Tony Blair a eu tous ses ennuis, jamais un coup de pouce d'Amérique sur Aznar qui avait des grands projets industriels, rien. Et quant à Berlusconi, c'était pas étonnant, mais il n'a rien eu. Bon. Mais tout ça pour dire que les États-Unis roulent pour eux-mêmes et qu'ils n'ont pas la gratitude toujours très très forte. Donc nous sommes dans cette situation où on a besoin d'eux, mais ils veulent nous embarquer dans une situation qui nous rend très dépendants. Et de l'autre côté, c'est pas mieux, c'est quelquefois même pire, c'est que non seulement on a un modèle politique qui n'est pas du tout le nôtre, et on a des rivalités systémiques, comme le dit l'Union européenne, mais en plus de ça, au fond, ils ouvrent leur marché dont nous avons besoin qu'en fonction des satisfactions politiques qu'on leur donne. Et nos grandes entreprises, les L'Oréal, les Schneider, les Michelin, ça, ils ont besoin de la Chine. Comme le dit le président de la FEP, des grandes entreprises, on n'est mondial que si on est en Chine. Parce qu'il faut être aux États-Unis, et les grandes entreprises françaises disent « Ne nous demandez pas de choisir. Pour être mondial, il faut être aux États-Unis et il faut être en Chine. » Et notamment
parce que dans les deux, il y a une compétition de l'innovation et que pour être branché, connecté sur toutes les perspectives d'innovation, il faut être sur ces deux marchés où il y a beaucoup d'intelligence rassemblée. Et donc, on est en permanence tiraillé dans cette dialectique-là et naturellement, cette pression, elle est concentrée sur Taïwan notamment. Parce que il est clair que les États-Unis sont aujourd'hui dans une situation où les voix pour les démocrates se gagnent pour la suite de Biden, se gagnent sur le camp républicain. Et le thème qui marche là-dessus, c'est le thème de la Chine. Parce que la Chine était, la position anti-chinoise, c'était une thématique surtout républicaine. Les démocrates se lancent dans cette idée, et d'ailleurs, s'ils ont fait des bonnes midterms, c'est en grande partie grâce au voyage de Mme Pelosi à Taïwan, où elle est allée, mais où elle a fait une agitation qui est pour nous assez préoccupante, parce que c'est un sujet sur lequel les Chinois sont prêts à la guerre. Les Chinois nous disent en permanence que dans toute leur histoire, et c'est vrai, ils n'ont jamais fait la guerre à l'extérieur d'eux-mêmes. Ils n'ont fait la guerre que quand on est venu les chercher, notamment les Japonais, et aussi un petit peu les Français, le sac du palais d'été, enfin quelque chose assez glorieuse que nous avons fait, comme les plus jeunes, je vous le dis, on a été quand même capable dans ce pays de vouloir empoisonner un peuple pour le gouverner, en distribuant l'opium, ce qui quand même n'est pas extrêmement, ce qui fait que quand on donne des leçons aujourd'hui, il faut quand même être prudent sur les bons exemples que l'on peut donner, mais nous avons quand même un passé, mais je dis ça aux plus jeunes, malgré les profs d'histoire qui sont ici, de toute façon, quand la diplomatie française fait quelque chose de pas bien, dites-vous qu'il y a un principe, c'est la faute des Anglais. Et il y avait la première guerre de l'opium, c'est les Anglais. Et on n'a fait que suivre. Donc il faut toujours revenir à la source, c'est les Anglais qui font les fautes, et donc quelquefois, nous, on est entraînés. Bon, je reviens. Mais tout ça pour dire que le sujet sur lequel les généraux et les leaders politiques disent qu'ils ne céderont pas, c'est sur la question majeure de Taïwan. Taïwan, ça fait partie de leur patrimoine, et là, ils sont prêts à aller à la bataille. Petite parenthèse pour vous raconter, j'avais eu le bonheur d'accompagner le président Hollande, comme j'accompagnais tous les présidents depuis Jacques Chirac dans leur voyage en Chine. Et la première rencontre entre François Hollande et Xi Jinping était très intéressante. François Hollande, je suis très heureux, il était en effet très heureux, j'étais très heureux de représenter la France, un pays ami de la Chine. Et Xi Jinping, merci Monsieur le Président de mettre l'amitié au cœur de notre relation. Alors, Monsieur le Président Hollande, qu'est-ce que l'amitié? Boum. Notre président prend ses rames et va chercher Saint-Exupéry et dit c'est regarder ensemble dans la même direction, c'est bâtir des projets communs, c'est avoir des perspectives à partager. Il dit ah c'est très bien, c'est quelque chose. Nous c'est un peu plus simple que vous. Nous l'amitié c'est le respect de la priorité de l'autre. La deuxième priorité, la troisième priorité, ça se discute. On peut discuter les priorités, mais la priorité principale, celle à laquelle nous tenons, il ne faut pas discuter. Et là, et vous, Monsieur Hollande, alors, quelle est votre priorité? Et Hollande de partir en disant, la priorité, c'est d'adapter la société et nos citoyens à toutes ces mutations. On va avoir des mutations très profondes, la technologie, le digital, l'environnement, tout ça. Et il faut adapter nos citoyens à ce nouveau monde. Et au fond, et alors, oui, ça je comprends bien, c'est en effet une exigence pour nous tous. Et nous notre priorité, c'est l'unité de la Chine. Voilà. C'était tout simple, ça posait sur un mot. Mais dans ce mot unité, il y avait Hong Kong, il y avait les Ouïghours, il y avait le Tibet, et il y avait Taïwan. Au fond, ce concept, et d'ailleurs quand on leur parle, l'homme politique avec lequel ils sont le plus sévères, c'est Gorbatchev, qui casse, selon eux, l'Union soviétique. Et donc c'est cette logique d'unité. Et donc cette unité fait qu'ils ne laisseront pas partir les choses. Donc et notamment la diplomatie française, ont fait le pari que sur ce sujet, on a des risques majeurs de guerre. D'où l'expression un peu du président de la République qui a fait débat dans son dernier voyage, où il dit « c'est pas à nous d'accélérer la guerre ».
elle va peut-être venir. Et on voit bien qu'il y a des exigences dans toute la situation géographique, notamment avec le Japon, avec la Corée. On voit bien que le monde occidental est assez présent sur ce sujet, mais ce n'est pas forcément à nous d'aller attiser les choses. On a suffisamment de complexité actuelle. Et donc, on est dans cette situation où on est allié des Américains. Ils veulent nous emmener dans une tension avec les Chinois, dont on sait qu'elle peut mal finir et dont on sait que la conséquence, c'est que nous pouvons sortir de l'histoire. C'est ça, c'est le titre de mon livre, parce qu'au fond, c'est cette déconstruction européenne qui nous menace. Et finalement, il y a presque deux façons de sortir pour nous. On peut sortir par la guerre, s'il déclenche une guerre où nous serons des balles de tennis dans lesquelles on donnera des coups de raquette, et si seulement c'était des coups de raquette, mais ce sera plutôt des coups de roquette, et donc il y aura quand même des choses qui sont très, très dangereuses. Mais au-delà de ça, on peut aussi sortir de l'histoire s'ils se mettent d'accord. Parce que s'ils nous sortent complètement du jeu, ils peuvent le faire, et on le voit bien, quand ils ont les problèmes aujourd'hui sur les puces électroniques, on voit bien qu'à un moment, un deal pourra arriver pour leur propre développement, parce que chacun pensant à ses propres intérêts, et que ce deal peut très bien se faire contre nous. Et dans ce contexte-là, on a une Europe qui est assez divisée, et on a globalement un monde qui, au fond, est prêt à se passer de nous. Et c'est ça vraiment la question, je pense qu'il faut essayer de raisonner. Donc on peut discuter, mais je sais qu'il y a des gens ici très, très compétents. Je me souviens des années que Philippe Herzog a passées à l'Union européenne, au Parlement européen. Donc se pose la question aujourd'hui peut-être de la nature de la construction européenne que nous voulons pour l'avenir. On voit bien qu'on a voulu faire un marché, on a rendu ce marché le plus cohérent possible, le plus ouvert possible. Donc on n'a pas joué les logiques de puissance. Donc nous, dès qu'un groupe devenait grand, on le menaçait, on l'éclatait. Et donc dans ce monde aujourd'hui où les États-puissants sont de retour, non seulement Chine, États-Unis, mais aussi l'Iran, mais aussi la Turquie, mais aussi un certain nombre l'Arabie Saoudite maintenant, un certain nombre de grandes structures se construisent des mastodontes pour être dans la compétition très très puissante. Nous, dès qu'il y avait un mastodonte, on n'avait qu'une idée, c'était d'essayer de permettre la concurrence, donc d'éviter cette course à la puissance. Et donc, on voit bien que comme on n'a pas en fait de logique de puissance, cette logique des ventes qui a été la logique du marché, est-elle suffisante aujourd'hui? Je ne crois pas. Moi, je crois qu'aujourd'hui, nous serons respectés si nous sommes, c'est ma thèse personnelle, si on a un leadership, ne sont respectés que les numéros 1, c'est très triste à dire, mais c'est un peu comme ça. Et quelquefois, que le numéro 1 peut être un numéro 1 moral par rapport à un numéro 1 matériel. Mais on se trouve dans cette situation. Quel peut être le sujet sur lequel l'Europe est respectée dans le monde? Quel est le sujet sur lequel on se dit... Alors, il y a notre sujet de notre passé. Ça, c'est important, il ne faut pas le négliger. Parce que je vois bien que le président français, dans les relations avec la Chine, fait en sorte toujours d'associer les Allemands à nos initiatives. Quand il a reçu Xi Jinping à Paris, il l'a reçu avec Merkel. Quand il va là-bas, il emmène Van der Leyen, il emmène le ministre allemand de l'Industrie. Il fait en sorte toujours de peser en franco-allemand. Mais on voit bien qu'il y a dans cette logique-là le besoin d'avoir une Europe qui s'affirme. Et cette idée de paix, elle compte beaucoup parce que Japonais et Chinois n'ont pas réussi ce que nous avons réussi. On a surmonté l'horreur, on a surmonté la honte, ils en sont encore à se régler. Ils honorent encore tous les ans les criminels de guerre dans les différents pays. Donc on a fait des pas qu'ils n'ont pas fait, et comme ils sont aussi intelligents que nous, Chirac me disait toujours ça. Fais attention avec les Chinois, hein. Ils sont aussi intelligents que nous. Ils travaillent 2 fois plus, ils sont 1,4 milliard. Alors tu vas pas être seul à les bousculer. Hein. Sois prudent. Parce que, bon. Donc il faut quand même avoir ça en tête. Et dans ce contexte-là, on voit que c'est un sujet quand même qui dévore un peu tout le monde. Et il nous faut trouver le sujet sur lequel on sera respecté. Donc moi, mon sentiment aujourd'hui, c'est qu'il y a un consensus mondial. Et ça, ma chère Laure, Jean-Martin, vous qui faites de la politique, vous qui êtes tout jeune, vous savez que la planète est un objet politique. Moi, quand j'ai fait de la politique, Jean-Paul probablement aussi, intensément, la planète n'était pas du tout un objet politique. On faisait des photos de la planète dans la conquête spatiale, mais la planète... Or, aujourd'hui, vous êtes à Singapour, vous êtes à Bangalore, vous êtes à Shanghai, vous êtes à San Francisco, vous êtes à Chasseneuil-du-Poitou, vous êtes dans l'Essonne, dans ces profondeurs. La planète, c'est un objet politique pour les jeunes. Et au fond, il y a derrière ça quand même notre idée qui vous anime et qui nous anime tous ici,
qui est cette idée d'humanisme, parce que c'est la planète pour défendre l'humanité. Et je pense qu'il y a un vrai contenu politique. La mondialisation autrefois, celle qui a été celle de 1945, celle qui a conduit l'ONU, tout ça, ça s'est pas fait sur un consensus autre que l'idée de paix. Au fond, cette idée du FMI à l'époque qui était soyez vertueux économiquement et vous aurez de l'argent, ça c'était pas un consensus ni en Afrique ni ailleurs. Aujourd'hui, la planète, c'est un consensus pour les jeunes du monde entier. Et donc mon sentiment, moi, c'est que puisque nous avons eu les accords de Paris, puisque nous sommes légitimes sur ce sujet, puisqu'au fond, nous sommes parmi ceux qui nous battons le plus, je pense que c'est la planétisation de la politique qui est notre levier. Il faut qu'on puisse l'intégrer. Donc il faut commencer à sortir du sujet du monopole écologiste ou escrologique, comme on veut, mais il faut essayer de sortir ça pour que ça soit un vrai sujet de société ouvert à tous, et pas un petit monopole électoral qu'on cherche à gérer de manière un peu pathologique. Il nous faut assumer cette orientation. Et donc je pense que sur la planète, il y a une stratégie à bâtir en étant exemplaire. Si on était exemplaire sur les accords de Paris, si l'Europe est exemplaire là-dessus, on aura une autorité internationale et on aura l'appui des sociétés civiles. Je pense que ce qui est en train d'arriver un peu partout dans le monde, c'est l'importance des sociétés civiles. Ce qui a changé depuis 30 ans, de mon point de vue, c'est que dans n'importe quel pays, les sociétés civiles comptent beaucoup plus et les politiques comptent beaucoup moins que c'était il y a 30 ans. Et donc, il faut aller chercher les consensus de la société civile et essayer de lever avec ça. Et donc, nous, on a des cartes. Et la France peut revenir dans le jeu. On a des belles cartes, nous, à condition qu'on soit capable de fixer un certain nombre de priorités. Je sais bien que on a des sujets majeurs de cohésion sociale, je sais bien que c'est très difficile de fixer des priorités. Je trouve que ce qui est assez tragique dans notre pays, c'est qu'on n'a plus le goût du moyen et du long terme. Donc on a tué la data, on a tué pratiquement le plan. Le plan, ça redémarre, mais ça, à mon avis, c'est assez essoufflé. La refondation, c'était une belle idée, ça m'intéressait, mais je vois bien que rien ne sort sur ce sujet. Donc on n'a pas de logique de long terme. Mais on a deux sujets qui sont des sujets stratégiques dans lesquels la France pourrait être au cœur d'une stratégie européenne et pourrait se faire. Je pense naturellement au nucléaire, mais je pense aussi au ferroviaire. Quand on voit la cohésion territoriale dont le pays a besoin aujourd'hui, quand vous voyez un certain nombre d'inégalités territoriales. Vous savez, hier j'étais à Limoges, j'ai repris le train de Limoges, mais le train de Limoges, c'est le train de Poitiers il y a 30 ans. Ça fait quelque chose, parce que moi j'étais dans une culture où le progrès il est toujours dans le même sens. Et maintenant, je mets 1h30 pour faire Poitiers-Paris et on met 3h30 pour faire Limoges, et encore, on est en retard. Donc, non, mais tout ça, et puis la cohésion territoriale, c'est de la cohésion sociale. Chirac me dit toujours, il n'y a pas de politique sans recherche d'une cohésion sociale. L'affrontement est quelque chose qu'il faut essayer toujours de surmonter. Et donc, je pense que cette idée de planétisation de la politique, c'est une idée difficile, je vois bien tous les... Mais si on n'a pas des lumières qu'on va chercher nous-mêmes à l'intérieur de nous-mêmes, dans lesquelles on met de la logique et de la stratégie, et qu'on ne se donne pas nous-mêmes des perspectives, on sera la balle de ping-pong que les États-Unis et la Chine cherchent à pouvoir frapper régulièrement selon leurs propres intérêts. Donc voilà pourquoi je cherche et je jardine sur ce sujet. Il faut donner à l'Europe une stratégie qui soit conforme aux intérêts de la France, conforme à une stratégie française dans ce sujet, et au fond, qui nous donne ce dont on a toujours besoin en politique internationale, c'est le respect. Et si on n'est pas respecté, eh bien on aura toujours du mal à se faire entendre. Je vous remercie. Alors, je passe la parole à notre cher président, qui nous avons fondé ce cercle en 2016 avec l'appui bienveillant de Luc Ferry. Fernand. Merci. Merci Jean-Pierre Raffarin de cette synthèse brillante, illustrée. Tous les faits de vie, de notre vie internationale et nationale y sont passés. Voilà, alors je voudrais vous dire que contrairement à ce que vous dites dans votre livre, on n'est pas sorti de l'histoire aujourd'hui. J'ai bien entendu tous les messages économiques que vous avez adressés à partir de ce que vous avez dit des États-Unis, bien entendu. La volonté de la Chine d'être numéro 1 et l'indétermination de l'Europe aujourd'hui.
Alors, il y a beaucoup de questions. Moi, je peux vous en poser qu'une que je sors de votre livre. Vous dites quelque part une des pistes politiques, morales, de civilisation, c'est ce que vous appelez l'humanisme de développement. Ah, ça nous voit parfaitement ici. Hein. Sauf que ça demanderait un petit peu de développement. Et je vois bien, pour ma part, l'importance de cet humanisme débarrassé de son idéalisme. Parce que l'humanisme de développement, c'est un humanisme pratique, pragmatique, comme vous d'ailleurs. Mais peut-être sur ce terme-là même, que vous n'avez pas cité, je vous demanderai de nous donner quelques précisions, chemin faisant, à travers toutes les questions qui vont vous être posées. Encore merci. Ouais, ça commence fort. Hein. Mais je ne suis pas surpris, président. Alors, humanisme de développement, enfin, pour moi, c'est le développement de la personne qui entraîne le développement des autres. Je pense que c'est faire grandir, c'est d'aller chercher les ressources qui nous font être meilleurs et qui nous font regarder au-delà de nous-mêmes. De se dire que là, ce qui est en nous, c'est quelque chose de très puissant, qui est plus grand que nous, plus fort que nous. Chacun peut y mettre ce qu'il veut, et il peut mettre du spirituel, il peut mettre de la conscience, chacun peut dire ce qu'il veut. Mais l'idée de base, c'est que nous sommes tous en charge un peu d'un petit trésor qui est au fond de nous, qui est dans nos enfants, qui est dans nos parents, qui est dans la société, et qui est chez l'autre, et qui est même chez l'adversaire. Et donc, c'est cette idée majeure que si on veut développer la société, si on veut faire face à tous les défis qui nous sont posés, il faut commencer par se dire qu'il faut commencer à arroser un peu les petites fleurs qui sont en nous. Et donc, c'est un peu cette idée de base qui fait que l'adversaire de l'humanisme du développement, en fait, je prends les mots maintenant dans le dernier bouquin d'Edgar Morin, là, de Guerre en guerre, qui est l'hystérie de guerre. Au fond, l'adversaire de l'humanisme du développement, c'est l'hystérie de guerre. C'est cette psychose qui fait que la haine domine, et que la haine, elle domine maintenant en devenant contagieuse, en devenant quasiment globale. C'est-à-dire qu'on ne hait pas une personne, on ne hait pas une action, on hait un groupe, on hait un principe, et on va haïr des communautés. Et donc il y a une forme de globalisation de la haine qui tue la personne. Et c'est ce que je crois qui est aujourd'hui tragique. Cette hystérie de guerre, je la vois naturellement dans les pays en guerre, c'est-à-dire c'est la destruction de l'autre. Mais maintenant, c'est la destruction de l'autre, l'autre étant le représentant d'une communauté, quelle qu'elle soit, qui est haïe dans sa totalité. Et je pense que ce qui est particulièrement aujourd'hui important, c'est de voir que cette hystérie de guerre, elle touche les pays qui ne sont pas en guerre. Et un pays comme la France, par moments, on voit cette forme d'hystérie de guerre. Et naturellement, tous ceux qui sont prêts à faire la guerre, chez les autres, naturellement. Mais on voit toutes ces va-t-en-guerre pour l'Ukraine aujourd'hui, on voit plein de gens qui sont dans une forme d'hystérie, où il y a une sorte de... L'hystérie, c'est une maladie mentale qui déconnecte la réalité de la projection. Et au fond, c'est, je crois, ça l'adversaire de l'humanisme aujourd'hui. C'est qu'à partir du moment où on a la personne, et la personne non pas dans ce qu'elle est, mais dans ce qu'elle peut être, et c'est l'adversaire de cette hystérie de haine. Et je pense que nous sommes là sur un sujet très important. La guerre et la violence sont sœurs jumelles. Et ça, il faut bien voir qu'on peut passer aujourd'hui facilement d'un état de paix à un état de guerre si notre opinion publique est prête à l'hystérie de guerre. Moi, j'ai vu, avec les Gilets jaunes, me promener un jour dans Paris, et sur l'avenue Franklin Roosevelt, je vois arriver une grosse manifestation, 3000 personnes, qui fait, là, je mets mon masque contre le Covid, jusqu'aux yeux très bien, et je traverse cette manifestation avec mon épouse. Ça se passe pas trop mal. Et je vois deux jeunes, tous de black vêtus, qui enflamment des journaux et le jettent par la fenêtre d'une agence bancaire. Très franchement, des jeunes, ou des pas jeunes d'ailleurs, en fin de manifestation qui cherchent les violences, j'en ai vu et revu. Toutes les grandes manifestations depuis longtemps se terminent comme ça avec des destructions. Mais ce que je n'avais jamais vu, c'est que quand les flammes sont sorties de l'agence, il y avait 3000 personnes qui applaudissaient dans la rue. C'est-à-dire que la violence légitime.
Ce que nous disaient les jeunes Corses dans le temps, j'obtiendrai par la violence ce que la politique ne m'a pas donné. Cette logique-là qu'on voit se répandre. Et ça nous montre bien que cet état de violence, qu'est-ce qu'elle a de commun, la violence, avec la guerre? C'est que c'est la destruction de l'autre, c'est la négation de l'autre, c'est notre reconnaissance de l'autre. Et donc nous sommes dans ces logiques-là. Et ça, il faut faire très attention, parce que ces logiques se développant dans notre système rend finalement la guerre acceptable. Or, la guerre doit être inacceptable. Elle peut avoir des circonstances, je veux bien l'admettre, mais globalement, aujourd'hui, je fais partie de ceux qui s'engagent pour une guerre inacceptable. Je vois trop de raisons de guerre pour accepter aujourd'hui d'être tolérant sur l'hystérie de guerre. Et donc, de ce point de vue-là, l'humanisme de développement, c'est quelque chose de très important. Alors, ça va naturellement faire grandir, ça met la formation au cœur de tout. Mais ça met aussi la conscience. Et c'est parce qu'il y a la conscience et de cette possibilité de grandir que fait que la personne, en toutes circonstances, doit être respectable. Il y a déjà 3 questions, sans bouger. Je passe la parole au professeur Valentin, qui vous avait fait une superbe conférence dans le cadre du cercle. Merci beaucoup, cher Eric. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Merci pour ce très beau tableau de la scène internationale que vous venez de faire. Je suis particulièrement sensible à ce que vous évoquiez sur la question de la planétisation de la politique, d'autant que cela rejoint des courants politiques très forts qui traversent d'ailleurs les États-Unis et l'administration Biden d'un côté, et la politique chinoise de l'autre, notamment avec la politique dite de civilisation écologique, portée par le président de Chine. Néanmoins, cette acculturation à la dimension planétaire de la politique, elle est menée par 2 grands États qui sont respectés sur la scène internationale, notamment du fait de leur capacité militaire. Et je me demandais si l'Europe pouvait réellement devenir exemplaire, être respectée en s'emparant de ce sujet majeur de la planétisation de la politique, sans être militairement respectée. Parce que, comme vous l'évoquiez, il y a beaucoup d'hystérie de guerre en ce moment, par exemple en Grande-Bretagne. C'est tout à fait étonnant les discours qu'on entend en Grande-Bretagne. Mais la Grande-Bretagne n'a quasiment plus aucune capacité militaire d'importance. Donc, est-ce que cette hystérie de guerre ne manifeste pas surtout une certaine impuissance militaire? Hélas, vous avez raison, et les Chinois nous diraient que de toute façon, sur tout raisonnement de cette nature, il faut le yin et le yang. C'est-à-dire qu'il faut en effet la stratégie qui est celle de la planétisation. Je la laisse quand même, malgré cette observation, comme une priorité, parce que même les Chinois sont obligés de tenir compte de leur société civile. Et que mon espoir, c'est la société civile, y compris en Chine. Vous avez beaucoup de jeunes Chinois aujourd'hui qui refusent dans le Parti communiste. Ils sont quand même 90 millions dans le parti. Hein. Il y a plus... il y a quand même beaucoup plus de Chinois qu'il y a de Français. Hein. Il y a peut-être plus de communistes en France, remarquez, mais bon. C'est à voir. Mais en tout cas, je pense que beaucoup de jeunes refusent la promotion à Pékin ou à Shanghai à cause de la pollution. Et notamment s'ils ont des enfants. Il n'y a pas, parce que les pédiatres expliquent que des enfants jusqu'à 10 ans sont très fragiles dans leurs poumons et qu'avoir des enfants en bas âge dans ces villes-là, c'est vraiment leur faire courir un risque majeur. Et donc vous n'avez pas un père ou une mère d'un enfant de 10 ans qui accepte une nomination à Pékin ou à Shanghai. Ça, c'est quand même quelque chose d'important dans un pays où la nomination à Pékin, dans la capitale, c'est quelque chose d'important. Il y a dans les sociétés civiles, regardez les efforts qu'ils ont faits pour rendre Pékin plus acceptable, c'est très important. Donc, vous avez raison que, de toute façon, le paramètre de la défense est un paramètre nécessaire. Et nous ne pourrons pas espérer avoir une place dans la gouvernance mondiale si nous n'avons pas une capacité militaire. Nous avons aujourd'hui
en ce qui concerne la France, l'arme nucléaire. Mais globalement, nous voyons bien que si l'Europe n'a pas une capacité de défense minimale, crédible, on aura de grandes fragilités. Ça, je suis complètement d'accord là-dessus. C'est pour ça que le sujet du et c'est pour ça que le Brexit est quand même une très mauvaise nouvelle, parce que la défense britannique et la défense rassemblée, c'était quand même un seuil important. Quand M. Poutine circulait dans nos eaux territoriales, quand un sous-marin français et un sous-marin britannique allaient le chercher, il sortait très très vite. Hein. Moi, j'ai vécu, parce que c'est le Premier ministre qui décide de ce type d'intervention, je l'ai vécu assez souvent. Hein. Et ça, on voit bien que quand les Français et les Anglais, au point de vue défense, étaient ensemble, ça veut dire quelque chose. Donc, vous avez raison, il faut qu'on ait une défense, il faut qu'on... D'où la question tragique de cette dépendance à l'OTAN aujourd'hui, qui est omniprésente et qui fait que les pays appellent l'OTAN comme le sauveur. Ce n'est pas tout à fait nouveau. Je me souviens quand le Premier ministre discutait avec Václav Havel, qui était quelqu'un de magique et de passionnant, il employait le mot « Ouest », le mot Europe ou le mot OTAN pour identique à peu près. C'était le cap de son avenir qui était de l'autre côté. Et donc il mettait ça, l'OTAN, l'Europe et l'Ouest, c'était la même chose. Pour nous, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc en résumé, je pense qu'il faut jouer les sociétés civiles, car même les pays les plus autoritaires auront quand même des pressions de leurs opinions publiques très très fortes. Et que ce cap de la planète et de l'environnement est un cap qui dépassera quelques pressions politiques, même si la pression finale des chars sur la place Tiananmen risque toujours de l'emporter. Mais globalement, il y a une résistance très très forte et nous devons être connectés à cette résistance. Mais ça ne doit pas nous dispenser d'efforts militaires, évidemment. Et ça, c'est un peu dangereux de voir, y compris quand nos amis allemands achètent des avions américains. C'est quand même pas idéal pour la défense. Donc on a quand même, en effet, beaucoup de soucis à se faire. Monsieur le Premier ministre, une question de Philippe Herzog. Ah, ça je crains. Au fond, l'Europe, vos premiers mots étaient sur l'Europe menacée de désintégration. L'Europe est confrontée à faire des choix fondamentaux. Et c'est dans cet esprit-là que je voudrais avancer deux questions liées. Quand on doit poser une question, je pense qu'on a intérêt à la lier à une seconde. Ce choix de l'Europe, au fond, on est poussé à être soit de plus en plus à nouveau, à moins que Trump revienne au pouvoir, ce qui n'est pas exclu, du côté des États-Unis, et de l'autre, on a donc cette Europe désintégrée qui aspirerait éventuellement à être souveraine, puissance, même si M. Macron n'obtient pas de résultats significatifs. Et donc il manque un concept, il manque un projet. Est-ce que le leadership, c'est très exigeant, mais ça ne désigne pas notre rôle dans la globalisation, dans la planète, comme vous dites. Moi, j'utiliserais peut-être le mot de passeur entre les différentes régions du monde. Passeur, agent de coopération, de solidarité, et non pas d'emblée prétendre assumer un rôle de leader. Mais ceci amène à la deuxième question. Je ne lâche pas l'idée du leadership, mais plutôt dans le sens, effectivement, de cet esprit d'humanisme et de développement sur lequel je voudrais souligner l'importance du projet culturel. C'est-à-dire, la planète, la personne est un concept chrétien fondamental, que je partage, sans forcément être un acteur, mais c'est évident dans l'apport possible de l'Europe. Mais comment elle va décliner cette source, pas seulement chrétienne, mais il y en a d'autres, civilisationnelle? C'est ça qui légitimerait son rôle de passeur d'ailleurs, et d'interlocuteur en particulier des Chinois. Parce que je ne suis pas très sûr de la capacité américaine de réception sur cette notion de projet culturel. Et c'est l'idée de conscience commune que j'avancerai. Il y a besoin d'une conscience commune de l'humanité. Sinon, on se fait tirer vers l'idée, la planète, c'est l'écologie. Ça, c'est marcher sur un seul pied. L'autre pied, c'est sauver l'humanité quand même, comme question fondamentale. Et là, il faut une sorte de concept. Et ça passe par une conscience commune
s'affirmant par le dialogue, en particulier avec les Chinois d'ailleurs, mais aussi avec tous les autres, évidemment, les Africains, les Russes et d'autres, sans exclure personne. Est-ce que ça pourrait être ça, la façon pour l'Europe d'affirmer, sinon un leadership, du moins une contribution culturelle? Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Moi, j'avais une question toute simple vis-à-vis de la Chine. Est-ce qu'on peut être à la fois partenaire et rival systémique? Moi, dans mon esprit, ces deux termes sont antagonistes. Et j'ai un peu le sentiment que la Chine, elle l'affiche de manière... Enfin, en tout cas, le régime qui dirige aujourd'hui la Chine affiche très clairement qu'il veut être les dominants en 2049, date symbolique. Est-ce que, dans ce contexte-là, on peut être à la fois partenaire et rivaux systémiques? J'aime bien ces questions courtes. Je réponds tout de suite à la vôtre. La pensée chinoise, c'est la pensée des contraires. C'est structurel chez eux. Et donc, être le contraire de ce qu'ils sont, c'est une nécessité. C'est très important parce que de bien mesurer ça, parce que nous, je le vois en permanence, mais c'est une vraie question de philosophie. Nous cherchons à être l'honnête homme, nous cherchons à atteindre une certaine forme d'idéal. Eux, quand vous discutez, j'ai beaucoup d'amis en Chine, j'ai fait plus de 100 voyages, ça fait 50 ans que je vais en Chine. J'ai beaucoup d'amis. Mais l'ami, il ne se considère pas comme l'honnête homme. Il se considère en partie comme honnête homme, mais en partie comme malicieux, et en partie comme quelqu'un qui peut vous déposséder de quelque chose. Et donc, l'amitié, c'est de savoir que l'autre n'est pas parfait, que l'autre est le contraire de ce qu'il est, et que finalement, il faut que nous mettions nos deux côtés positifs pour essayer de construire une amitié. Donc ça, c'est un vrai sujet du yin et du yang, c'est un vrai sujet. Les contraires, ça ne les gêne pas du tout. Nous, on a ce problème-là, mais eux, ça ne les gêne pas du tout. Ils sont, même en ce qui les concerne, ils savent, nous, on cherche toujours bien. Quand on parle de quelqu'un, ça, c'est un type bien, ça, celui-là, il ne vaut rien, ça. On globalise toujours. Donc, oui, il est en partie bien, il est en partie mal. Et au fond, on peut tout à fait, avec eux, être partenaires et savoir que, de toute façon, leur système politique, à mon avis, l'idéologie politique, le point clé que nous avons de différence avec eux, c'est la dictature du parti. C'est la structure fondamentale. Mais la dictature du parti, ça ne veut pas dire que les provinces soient plus libres que les nôtres. Hein. C'est que leur organisation, elle est une organisation, donc à la fois le parti tient tout, mais le comité du parti, sur le terrain, il fait beaucoup de choses. Et j'ai été surpris de voir très souvent des provinces chinoises beaucoup plus girondines que des provinces françaises. Donc tout ça pour dire que ça ne les gêne pas. Nous, ça nous gêne. Et c'est pour ça que nous, on préfère le système à 3 temps, plutôt que le système à 2 temps. Parce que le système, donc à 3 temps, on les gêne un peu, parce que nous, d'abord, à 3 temps, on vient à notre dialectique, on est un peu plus à l'aise. Mais c'est quand même très important. D'où ce que dit l'Europe. Nous sommes à la fois adversaires systémiques, ça c'est la politique, nous sommes des concurrents, c'est le business, et nous sommes des partenaires, c'est la gouvernance mondiale. Ce que nous disons en français plus simplement, c'est le feu tricolore. Le rouge, c'est la politique, c'est les Ouïghours, c'est un certain nombre de choses. Là, il n'y a pas à discuter, on est en désaccord fondamental. L'orange, c'est le marché. L'orange, on a des entreprises qui réussissent très bien. Mais naturellement, on a une balance commerciale qui est très insuffisante. Donc, on a un certain nombre de choses à gagner. Et puis le vert, c'est au fond la gouvernance mondiale, parce que de toute façon, il n'y a pas de gouvernance mondiale sans la Chine. Et donc, de toute façon, on répond à leur bivalence par un trépied. Mais je pense qu'il faut s'habituer à ce système complexe de la Chine où on vit avec les contraires. Et ce n'est pas parce qu'on vous dit non quelque part qu'il n'y a pas une part de oui. Et donc, ça demande naturellement des choses. Mais ça demande aussi de s'intéresser, ça revient
ça en revient à ce que disait Philippe Herzog, ça revient avec eux de faire un projet culturel, parce que là on est au cœur même. Du point de vue culturel, on est dans des univers complètement différents. Nous sommes plutôt des sociétés de création. La création, il y a eu un point zéro, que ce soit un Dieu créateur, que ce soit un Big Bang, ça, on a créé quelque chose, ça s'est passé. Eux, c'est une forme de c'est la transformation. Le monde est circulaire. Donc, vous parlez de contrat avec eux. Un contrat pour nous, on a des discussions, on a des désaccords, on revient au point zéro pour voir ce qu'on avait dit et c'est la référence. Pour eux, changer un contrat le 3e jour après la signature, c'est pas un problème parce qu'un contrat, ça doit vivre, ça se transforme. Nous, on a la création au cœur de notre système, eux, ils ont la transformation. Beaucoup de choses comme ça. Donc, tout ça pour dire que, en effet, je reviens à la question, mais est-ce que le projet culturel, c'est un projet passionnant à développer avec la Chine, avec un répondant, avec des sujets qui sont passionnants. Alors, ce que dit Philippe Herzog, je suis d'accord complètement sur cette idée de passeur. Et donc, je pars un peu au-delà quand je parle de leadership, mais pour pouvoir revenir ensuite au niveau de passeur, c'est-à-dire pouvoir être suffisamment respecté pour être un passeur et pas quelqu'un qu'on manipule. Parce qu'avec les Chinois, comme avec les Américains, le grand danger, c'est qu'on soit, sous prétexte qu'on est partenaire à un moment d'une démarche, il faut qu'on soit affilié. Donc les Chinois ont tendance à absorber et les Américains aussi un peu. Donc pour être passeur, il faut être libre. Pour être passeur, il faut avoir cette capacité-là de pouvoir sélectionner et d'avoir un rôle, au moins d'un rôle reconnu. Donc je suis d'accord que le leadership est un peu prétentieux, mais il faut monter un peu la dose pour pouvoir avoir cette crédibilité d'être un passeur qu'on respecte comme on doit respecter un interprète. Un interprète, il est essentiel à notre discussion. Notre relation n'existe pas s'il n'y a pas l'interprète. Bon, mais il faut qu'on ait cette crédibilité de ça. Mais je pense qu'on est sur quelque chose de très important. D'ailleurs, très franchement, mon approche sur la planète, c'est un mot passeur, là, justement. C'est justement pour essayer d'aller chercher un certain nombre dans les sociétés civiles, un certain nombre de points d'appui pour pouvoir engager un dialogue et un projet culturel. Donc j'aime bien cette idée de conscience commune, parce que en fait c'est ça la clé, c'est à la fois la conscience et à la fois le partage de cette conscience, en tout cas d'accepter de frotter sa cervelle et de frotter son cœur et son âme éventuellement. Et donc je suis complètement d'accord sur le fait qu'on ne peut pas vraiment choisir. On ne peut pas vraiment choisir parce qu'on a, avec les États-Unis, des mécanismes. Enfin, ce sont nos enfants culturellement. Donc, on est génétiquement liés à eux. Mais ils sont insupportables, sont bien des choses. Et voilà. Bon, mais ils sont à des années-lumière de ce qu'on est souvent. Comme l'ambassadeur, c'est celui qui a donné le plus d'argent au candidat. Il est nommé, on le remercie, pour être ambassadeur du pays ensuite. Bon. Donc, quand vous voyez des choses comme ça, on est quand même nous qui avons confiance dans la qualité de la diplomatie, dans la qualité des personnes, dans la capacité professionnelle. Mais quelquefois plus sympathique que l'ambassadeur chinois. Oui, mais ça en général, plus sympathique. Mais c'est pas notre conception de la diplomatie. Mais le chinois, c'est pas non plus. Enfin, c'est celui qui était l'expression actuelle n'est pas du tout l'expression qui est souhaitée. D'ailleurs, la France leur fait remarquer en le convoquant régulièrement. C'est sans doute l'ambassadeur qui est le plus connaisseur du Quai d'Orsay. Donc, pour revenir à l'essentiel, cette idée que il nous faut avoir une conscience commune, c'est-à-dire une dimension culturelle à notre relation, et d'aller frotter notre cervelle, notamment avec les Chinois. De ce point de vue-là, pour ceux que ça intéresse, il y a un intellectuel qui s'appelle François Julien, qui est qui est un helléniste, qui s'est mis aux Chinois pour visiter notre civilisation et pour aller chercher les écarts entre eux et nous. Et ça c'est profondément fertile.
Ah oui, c'est quelqu'un de remarquable de point de vue. Alors, il n'est pas facile à lire, il est plus facile à écouter, mais il faut s'y atteler. Hein, mais c'est quelqu'un. Et donc ces écarts-là. Donc nous qui sommes des gens de civilisation quand même, de culture, on aurait tort d'enfermer la Chine dans la caricature que font souvent les États-Unis. Mais naturellement, il faut être conscient que mon sentiment, c'est pas que la Chine veut vraiment être la première du monde. Car aujourd'hui, ce n'est pas son objectif numéro un. Son objectif, c'est de se développer. Ils sont dans une mécanique où ils ont sorti des gens de la pauvreté, où ils sont revenus dans l'histoire et ils veulent continuer à se développer. Qu'est-ce qu'ils n'acceptent pas? C'est d'être limités en termes de développement. Alors ça revient à un moment à être premier si ça continue, mais la logique de base, ce n'est pas une logique de pouvoir pour les autres. Ils veulent du pouvoir pour eux-mêmes. Et donc ils veulent se développer. Mais ce n'est pas pour diriger les Français ou diriger, c'est pour diriger leur propre peuple. Et donc ils sont dans une logique, ce n'est pas du tout une logique, de mon point de vue, de type impérialiste. C'est une logique où ils veulent se développer pour être de plus en plus riches, pour se protéger de plus en plus, mais pour leur propre système. Alors peut-être que ça viendra le jour où leur système sera suffisamment développé, car peut-être que ça viendra, je suis prudent sur tout ça. Mais sur le fond des choses, je pense que nous sommes dans cette difficulté où, sur le plan diplomatique, le président Macron essaie de faire ça, mais c'est un peu compliqué. Il a essayé d'avoir des contacts avec des fraternités avec les États-Unis. Quand il a vu Xi Jinping, donc il y a eu dans la presse beaucoup de choses difficiles, mais il a eu quand même 10 heures de tête-à-tête, enfin pas tout à fait de tête-à-tête, il y a 4-5 heures de tête-à-tête, et puis il y a 4-5 heures avec le ministre des Affaires étrangères et d'autres personnes. Donc, et il a 10 heures de discussion vraiment approfondie. Donc vous imaginez la somme d'informations, y compris qu'il a partagé avec le président Biden. Après, ils ont parlé. Donc, c'est une force considérable que d'avoir 10 heures de Xi Jinping aujourd'hui sur beaucoup de choses. Hein. Donc, naturellement, il peut mentir, il peut dire, mais enfin, quand même, c'est une matière très importante. Donc, déjà, se profile un peu cette idée de passeur, peut se profiler. Mais naturellement, il faut le faire avec quand même beaucoup d'efforts nous-mêmes pour comprendre les autres et éviter cet affrontement. Et je termine par ça, mais ce qui est le plus terrible, mais je ne sais pas comment résoudre ça, moi, personnellement, mais c'est quand des sujets de politique étrangère complexes deviennent des sujets de politique intérieure. Et ça devient extrêmement difficile, parce que vous ne pouvez pas notamment aller chercher cette idée de civilisation facilement quand même. Quand vous voyez le China bashing aujourd'hui, alors naturellement en plus quand le China bashing est animé et créé par des Chinois, ce qui nous parfois, je leur dis, vous ne nous aidez pas quand même à essayer d'équilibrer le monde, hein, parce que, mais en fait c'est un peu ça qui pourrait être notre pari. Mais alors la difficulté, mais je fais confiance à Philippe Herzog pour cette orientation, mais la difficulté, c'est que faire le pari de l'intelligence, c'est pas toujours gagnant. Je passe la parole à Alain Boublil. Je suis conseiller à l'Élysée à son terme. Il y a bien longtemps, Monsieur le Premier ministre, je voudrais revenir sur la question de Taïwan. Qu'est-ce que vous pensez de la situation politique intérieure et de la campagne présidentielle à Taïwan? Et est-ce que ce n'est pas ça la principale cause des tensions qui sont intervenues depuis un an, sachant que le Kuomintang est plutôt favorable à une amélioration des relations avec Pékin, alors que la présidente actuelle milite pour l'indépendance? Votre question n'a pas plu aux États-Unis. Monsieur le Premier ministre, c'est également sur Taïwan, donc je vais compléter la question du conseiller. Aujourd'hui, on sait que le réarmement des nations a souvent conduit à la guerre, même presque toujours, on l'a vu avec la Russie aujourd'hui. Or, la marine chinoise, et l'armée chinoise plutôt, monte en puissance à marche forcée. Le 3e porte-avions vient de sortir, le tonnage de la marine chinoise est égal à celui de la marine américaine. Le président Xi Jinping a martelé que la réunification faisait partie de son programme. Les provocations, j'allais dire, se répètent de manière de plus en plus importante. Quelle est votre conviction personnelle, votre sentiment personnel sur une invasion de Taïwan à court ou à moyen terme, sachant que les conséquences pour l'Europe en particulier seraient extrêmement importantes?
Merci. Bon. C'est très difficile. Bon, la question, M. Boudville, la question, je pense, quand même, de Taïwan est au premier plan, d'abord parce que c'est un sujet intérieur de politique américaine. Parce que la question politique intérieure chinoise, elle n'est pas d'une extrême urgence. Un dirigeant chinois disait au président de la République récemment, on n'est pas pressé pour Taïwan, on sait que les démocraties ont toujours un impact très fort au début, mais elles lassent assez vite. Et on compte sur les jeunes générations. Donc, il compte sur une lassitude. Donc, tous les messages qui sont envoyés, c'est que les Chinois ne veulent pas perdre Taïwan, ils ne laisseront pas partir Taïwan, et ils feront la guerre s'ils sentent qu'il y a une menace de partir de Taïwan. Mais ils ont tout leur temps. Et ils sont pas pressés. Je dirais, le seul paramètre, vous l'avez cité d'ailleurs, le seul paramètre préoccupant, c'est que ça fait partie des engagements de Xi Jinping. Et que Xi Jinping, il n'est pas dit que Xi Jinping fasse plus que les 5 ans qui viennent. Et il n'est pas dit du tout que ça. Il y a certains signaux, il commence à présenter des gens, à nous dire, vous voyez un tel, vous voyez un tel. Donc il y a certains signaux qui font qu'il a déjà dans sa tête un peu l'organisation de la suite. Et naturellement, un mandat réussi est une succession réussie, c'est-à-dire une succession qui vous est fidèle. Donc, je ne sais pas si ce passera comme ça, mais en tout cas, c'est ce qui est inquiétant, parce que ça voudrait dire qu'il faut que dans les 5 ans qui viennent, il y ait un résultat sur Taïwan. Donc, tout le reste, tous les autres messages qui sont envoyés sont des messages, nous, on n'est pas pressés, on ne laissera pas partir Taïwan, mais si on peut trouver une nouvelle variante de un pays, un État, deux sociétés, enfin deux organisations, c'est quelque chose qui serait faisable. Donc, je pense qu'ils seront à la recherche d'un système, pas le système d'Hong Kong, parce qu'il est maintenant condamné par l'histoire, mais ils vont chercher un autre système pour ne pas perdre la face. Ils ont besoin de Taïwan. Et ils ne sont pas aujourd'hui conscients, enfin ils ne sont pas demandeurs de traiter le sujet aujourd'hui. Alors, je pense que clairement, si vous me demandez mon sentiment, la probabilité de la guerre est forte. Parce que les Américains se mettent dans une position dans laquelle, sur place là-bas, ils sont en train de développer la puissance chinoise par la pression. Vous dites, le budget de défense, il croît de 10% par an en Chine. Aujourd'hui, le total, c'est quand même le tiers des États-Unis. Donc, la vraie menace, c'est la question de la marine. Mais plus on va là-bas et plus on menace le truc, plus on les aide à pousser leur marine. Et donc, on est dans un processus d'escalade. Et dans un processus d'escalade, les guerres, hélas, on l'a vu, peuvent partir d'un certain nombre de situations difficiles. Vous savez que nos renseignements nous ont dit ça, que pendant la campagne présidentielle, Donald Trump a envisagé de faire un meeting à Taïwan. Et là, les Chinois ont clairement dit que l'avion ne se poserait pas à Taïwan. Donc, il faut faire très attention à ce genre d'événements. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que les deux sont en train de monter un peu en politique intérieure, en se crispant un peu. Donc, il y a 2-3 ans, je vous aurais dit que le conflit, les Chinois n'en voulaient pas, que le conflit n'était pas possible. Aujourd'hui, c'est dans tous les discours chinois, c'est dans toute la propagande chinoise, l'unité de la Chine, c'est avec Taïwan. Me semble-t-il, ils ne sont pas pressés, mais faisons très attention. Faisons d'autant plus attention que s'il y a guerre, nous serons embarqués. J'étais président de la commission ici, ma chère Laure, des affaires étrangères, quand un jour, l'ambassadeur de Russie m'appelle pour me dire « Le président Poutine a un message pour vous. » Je dis « Il faut que je vous voie dans la journée. » J'appelle comme il se doit à l'Élysée pour prévenir l'Élysée de cette information. Et l'Élysée me dit « Ne vous inquiétez pas, il a fait la même démarche avec le président de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée et au Quai d'Orsay. Tous les trois, vous allez le recevoir aujourd'hui, et ce soir, à 19h, on fera un débriefing collectif. » Donc cela,
et monsieur l'ambassadeur de Russie vient dans mon bureau, il dit, le président Poutine vous passe le message suivant. Dites à vos amis américains que la prochaine guerre aura lieu sur leur territoire. Ça suffit qu'ils fassent la guerre sur le territoire des autres. Point. Donc, on a vu que c'était un thème russe qui avait été développé depuis un certain temps. Donc, l'Élysée nous a plutôt apaisés quand même, parce que ça nous a tous secoués quand même un petit peu. Et il se trouve que donc, j'étais habitué à entendre un peu ça du côté russe. Et pour la première fois, au dernier sommet sur les routes de la soie, où je représentais le président Macron, le ministre des Affaires étrangères chinois n'a pas dit que la guerre aurait lieu là-bas, mais ça suffit que les Américains fassent la guerre chez les autres. Donc c'est une idée qui transpire. C'est-à-dire que s'il y avait un pépin de Taïwan, il ne faut pas croire que ce serait une guerre régionale. Il y aura quelque chose qui sera assez lourd. D'ailleurs, quand on regarde leur défense, aussi bien des Russes que des Chinois, la cible, c'est d'avoir du matériel qui est capable d'aller outre-Atlantique. Donc tout ça pour me dire, mon sentiment personnel, c'est que c'est une affaire extrêmement dangereuse. Et je suis d'ailleurs un peu inquiet que, d'ailleurs en France, je le dis à nos amis ambassadeurs ici, je trouve que nous ne sommes pas sur Taïwan aussi pointus que nous le sommes sur la Chine. Parce que naturellement on n'a pas d'ambassadeur, on a eu des et que s'il devait y avoir un jour une réflexion mondiale pour trouver un statut qui serait un statut compatible, il faudra bien un jour que la diplomatie travaille ce dossier. Mais si on veut éviter la guerre, il faudra trouver un statut, il va falloir innover pour créer quelque chose. Et ça demande quand même beaucoup de travail. Et je ne suis pas sûr que nous ayons aujourd'hui l'expérience, l'historique, l'épaisseur pour travailler bien cette question. On a, quand vous voyez le Quai d'Orsay, la qualité de connaissance de la Chine, c'est très fort. Sur Taïwan, on est quand même un peu plus fragile. Donc je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Le risque est assez fort. Et notamment parce qu'il y a cette escalade qui conduit... Vous savez, les Chinois ne veulent pas perdre la face. Il ne faut pas jouer avec la face avec eux. Il faut faire très attention parce que... Et quand Xi Jinping l'a annoncé, Xi Jinping ne quittera pas le pouvoir sans un signal sur Taïwan. Alors, ou c'est un signal d'apaisement parce qu'il aura trouvé des conditions pour apaiser, ou ce sera un signal plus brutal. Mais l'unité de la Chine, il ne faut pas prendre ça à la légère. Ils ne veulent pas éclater l'empire. Et ça, s'ils font ces efforts militaires, tout ça, c'est parce qu'ils ne laisseront pas passer ça. Donc, il ne faut pas croire que là, on est dans un système de dissuasion. Ils sont en train de monter en force pour se protéger. Donc, je suis personnellement assez inquiet. Et quand je vois, franchement, Biden est plutôt rassurant sur ces sujets-là, parce que lui connaît très bien la Chine, il connaît très bien le contexte. Mais quelle sera sa forme diplomatique et politique? Et puis derrière, comment lui et Blinken me paraissent assez solides. Ils ont d'ailleurs pris toujours à chaque fois les précautions nécessaires. La relation Biden-Xi Jinping est une relation sérieuse. Ils se sont vus en Indonésie. Donc là, on est sur... Avec Trump, c'était beaucoup plus risqué. Là, on est sur un professionnel de la diplomatie. Il connaît Xi Jinping avant d'avoir été président. Quand il était vice-président, ils se connaissent bien. Il y a une compréhension des choses. Donc là, mais il faut faire attention que le Congrès, que le Sénat ne déborde pas et n'aille pas trop loin. Monsieur le Premier ministre, oui. Avant votre conclusion, qui pourrait comporter un point qui intéressera nos amis sur votre fondation. Je passe la parole, mais rapide, à Laurent Dupuis, qui a des fondations d'éducation de qualité dans leur contrat. Merci, Monsieur le Premier ministre. Vous avez dit tout à l'heure que nous sommes des alliés mais non alignés, et vous avez rappelé aussi que nous appartenions au camp de la démocratie. On a pensé pendant longtemps que le développement économique serait effectivement la source de la diffusion de la démocratie. Je voudrais vous entendre là-dessus, parce que est-ce que finalement c'est un échec? Vous semblez dire effectivement que l'aspect peut-être de la culture pourrait peut-être aussi être un vecteur pour peut-être générer la démocratie. À propos des non-alignés, il y a effectivement une notion de contrepoids à la logique de la toute-puissance qui conduit à la guerre. Je
crois que ça a été largement partagé aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez du camp justement des non-alignés? Qui sont-ils? Et nous allons bientôt recevoir le président Modi à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet. Je voulais savoir ce que vous pensez de l'Inde, peut-être pour élargir au-delà de la zone du conflit chinois-américain. Merci, M. Boll. Je pense vraiment que le camp de la démocratie doit s'assumer. Et le camp de la démocratie doit être lucide sur l'état de la démocratie. Biden a eu une bonne idée quand il a parlé du front des démocraties. Il a fait sa première réunion en visio à cause du Covid des différentes démocraties. Mais hélas, il n'avait qu'un objectif, monter les démocraties contre la Chine. Et c'était... Si en revanche, on travaille tous ensemble pour échanger nos bonnes pratiques, pour essayer de voir comment on peut progresser, je suis quand même surpris, avec 50 ans de vie politique, que jamais j'ai eu une réunion sur la démocratie japonaise, sur la démocratie coréenne. Jamais j'ai discuté vraiment de modèle électoral avec Israël. Les démocraties ne se parlent pas entre elles quant à leur propre organisation. Même avec l'Allemagne, on a du mal à adapter le système fédéral dans nos concepts. Donc je pense que cette idée que les démocraties travaillent sur l'amélioration de leur système, regardent nos imperfections, et nous, que le fait que la non-participation au vote, cette faible participation, c'est un coup de poignard que nous nous donnons nous-mêmes. Comment on réagit à ça? Il faudrait peut-être aller voir aussi avec les autres, traiter ça. Donc je pense que pour être le passeur, je vais garder cette expression aussi de Philippe Herzog, pour être le passeur, de mon point de vue, il faut qu'on ait un sujet stratégique avec les États-Unis et un sujet stratégique avec la Chine. Quel est le sujet stratégique avec les États-Unis? Améliorer les démocraties. Moi, je crois qu'on peut accepter que les États-Unis soient le leader du camp démocratique. Mais pour ça, il faut organiser toute une réflexion pour éviter d'avoir les gilets jaunes, enfin d'avoir ce qui s'est passé au Brésil pour l'élection, ce qui s'est passé au Capitole, etc. Donc il faut reconstruire la légitimité de la politique. Au fond, quand la violence avance, c'est que la politique recule. C'est que la politique est à bout de souffle. Donc il faut que la politique se pose la question. Et la politique en démocratie est quelque chose qui est à bout de souffle aujourd'hui. Et donc ça, c'est pas un problème français. C'est un problème allemand, c'est un problème américain, c'est un problème partout. Il faut qu'on essaie de réfléchir à ça. Donc là, on a notre dossier stratégique avec les États-Unis, de mon point de vue. Et le dossier avec la Chine, de mon point de vue, principalement, ce serait l'Afrique. Parce qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui de participer au développement de l'Afrique. Et les moyens et les ambitions. Et comme ils sont aussi intelligents que nous, ils ont bien vu les limites de leur système. Ils ne sont pas capables de bien s'intégrer. Et aujourd'hui, il y a des phénomènes de rejet. Et donc, ils sont conscients qu'ils auraient intérêt à ce qu'on travaille un peu ensemble sur ces sujets. Et si on avait, ce qui pour nous est essentiel, mais aussi pour les Chinois, un projet commun de travail sur la Chine, sur l'Afrique avec la Chine et l'Europe, d'une part, et sur la démocratie, nous aurions nos deux dossiers stratégiques qui fait qu'on serait peut-être plus facilement passeur, justement, en ayant une non-agression une non-agression globale, même s'il peut y avoir des agressions partielles, mais une non-agression globale avec ces deux partenaires. Donc voilà pour ce que je crois. Il faut quand même, on ne peut pas abandonner la vie démocratique à notre situation actuelle. Il faut quand même qu'on voit bien qu'à partir du moment où, à chaque fois que vous voyez la violence monter, c'est un procès de notre système politique. Donc il faut quand même accepter cette idée-là qu'on peut toujours accuser les violents, on peut toujours mettre de la violence sur la violence, mais la violence est sans issue, c'est une escalade permanente, et il y a un moment, il faut se dire comment est-ce que... Il faut faire attention, je vous parlais tout à l'heure de la cohésion territoriale des territoires, vous aurez des gens qui, à un moment ou à un autre, n'accepteront pas de voir le Limousin en situation révoltante par rapport à d'autres régions. Donc il y a quand même cet aspect-là qui me paraît très important. Alors sur l'Inde, sujet très important parce que on a à la fois une démocratie et un pouvoir assez autoritaire qui est en train de devenir de plus en plus autoritaire. Mais on est dans un pays où le système fédéral, le système d'une grande complexité et où il faut se méfier d'avoir des jugements un peu trop rapides, notamment est-ce que Modi n'a pas d'autre solution que cette certaine autoritarisme pour maintenir ce pays en état de puissance. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui est pour moi très important,
Parce que l'Inde et la Chine ont trouvé un passeur, la Russie. Et la Russie, qui fournit les moyens de défense à l'Inde, fait que c'est la Russie qui a demandé à l'Inde d'intégrer les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Ce réseau des BRICS prend une importance d'autant plus forte que dans cette affaire, certes, la Chine et l'Inde auront toujours des gros problèmes de rivalité, néanmoins, ils sont maintenant dans le même bloc. Et ne sous-estimons pas ça. Moi, je l'ai dit plusieurs fois à nos diplomates, mais les diplomates ne croyaient pas aux BRICS. Toi qui étais au Brésil, tu as vu un peu ce qui se passait. Mais la proximité, notamment dans des gens qui sont un peu isolés, vous isolez par les sanctions, par un certain nombre de choses, vous isolez Poutine, vous isolez Xi Jinping, quand ils se retrouvent ensemble, ça accélère l'amitié quand même. Hein. Moi, je vois au sommet des routes de la soie, il y a 4 ans, ils trinquaient comme ça, tout ça. Maintenant ils sont comme ça, et on voit physiquement la communication non verbale, parce que je ne parle ni russe ni chinois, mais je vois bien que la communication entre eux, ils ont fait des gros progrès. Et maintenant, Modi est dans le système. Alors bien sûr, Modi et Chine, c'est pas réglé pour demain, mais il y a quand même une logique. Et vous avez vu que quand il y a eu le G7 à Munich, les BRICS étaient en réunion de leur côté, ils ont trinqué à la fin de l'Occident. Donc il y avait quand même cette... Et vous voyez, phénomène quand même nouveau, qui n'intéressait pas notre diplomatie trop il y a quelques années. En fait, on voit aujourd'hui que l'Algérie est candidate aux BRICS. Et elle veut emmener la Tunisie. C'est-à-dire, c'est à portée de nous. Donc on n'est plus là tout à fait dans quelque chose de lointain et tout ça, on est là dans la vie quotidienne, avec des blocs qui peuvent se mettre... Donc l'Inde a une position extraordinairement stratégique, d'où l'invitation 14 juillet. C'est une démocratie, on a là, stratégiquement, c'est le pays avec lequel nous avons, peut-être avec Lula, maintenant ça va changer par rapport à Bolsonaro, mais c'est sans doute le pays qui est lui-même peut-être passeur entre les BRICS et le monde dit occidental. Alors, je termine là-dessus en disant que, personnellement, je pense que je préfère mon identité de démocrate à mon identité d'occidental. Je pense qu'au fond, parce que je suis content d'avoir le Japon, la Corée du Sud, Singapour, même si ça peut se discuter, globalement, ce sont des gens qui sont élus, qui gouvernent. Et donc, je pense que c'est quand même très important de bien définir ça. Parce que cette idée de monter le monde démographique contre l'ancien monde politique, c'est extrêmement dangereux. Et c'est ce qui est en train de se passer si on laisse les BRICS se développer comme ça. Et la seule façon qu'on ait de freiner un peu les choses, c'est de responsabiliser la Chine sur la gouvernance, parce que c'est un pays organisé qui a une culture de l'État et qui sait ce que ça veut dire. Et puis jouer la carte avec l'Inde. Notre problème avec l'Inde, je termine par là, je vois qu'Éric regarde sa montre, donc je comprends tous les signaux. Non, mais j'ai compris. Donc, l'Inde, notre problème aussi, c'est l'appétence pour l'Inde. Quand le président de la République va en Chine, un avion ne suffit pas, il en faut 2 ou 3 pour mettre tous les chefs d'entreprise. Quand un président va en Inde, ça prend beaucoup de temps. Il y a des entreprises qui réussissent très bien en Inde, Capgemini et quelques autres, mais le gros problème, c'est que c'est très difficile, c'est très complexe, c'est très bureaucratique, et donc pour les entreprises, la Chine, c'est difficile d'y entrer, mais quand vous êtes entré, ça marche un peu à la baguette, on dire. Donc ça permet d'avancer plus facilement. Donc il faut développer l'appétence, y compris l'appétence culturelle pour l'Inde. Mais comme il y a beaucoup de diversité, car l'appétence culturelle est un moyen de paix, et il y a une curiosité culturelle pour la Chine, il y a une curiosité culturelle plus faible dans notre pays pour l'Inde. Et donc là, je pense qu'on aurait tous intérêt à travailler cette relation de l'Inde en tant qu'entité politique majeure pour notre planète. Un petit mot sur votre fondation, parce que vous êtes très investi, avec, j'ai vu, pas mal de thèmes. Et d'ailleurs, en ayant récupéré une déléguée générale qu'on connaît bien, puisqu'elle s'occupait de la formation professionnelle pendant des années. Oui, bon. En fait, j'ai 2 fondations. J'ai une fondation que je préside, qui est la Fondation Prospective et Innovation, qui est une fondation qui a 40 ans, qui a été créée par René Monory, avec François Dalle. Quand René Monory était président du Sénat, il a créé cette fondation avec François Dalle, président de L'Oréal, pour un peu nourrir les débats de prospective quand il a créé le Futuroscope.
Et donc, il a voulu qu'il y ait une fondation qui, à côté du Futuroscope, puisse nourrir un certain nombre de débats pour bien positionner le Futuroscope sur un parc d'attractions, mais aussi sur du contenu. Donc, c'est... Il y a d'ailleurs un Laming ici, que vous connaissez. Denis Laming, qui a construit le Futuroscope et qui a été un proche de René Monory, dont nous allons célébrer bientôt le 100e anniversaire de la naissance. Et donc, cette fondation fait un certain nombre de travaux. Elle publie un ouvrage annuel qui s'appelle Le Shérif, parce qu'on a appelé ça le schéma historique, on a trouvé des trucs, mais en fait le shérif c'était le surnom qu'avait Monory. Dans ses équipes, ses collaborateurs l'appelaient le shérif. Donc on a fait ce texte-là. Donc on a beaucoup travaillé sur les technologies, on travaille toujours avec l'Académie des technologies, on fait un certain nombre de travaux, on fait beaucoup de missions à l'étranger, et notamment on a beaucoup de relations avec la Chine bien sûr, mais aussi avec l'Asie, le Japon et Singapour. Et donc c'est une mission de réflexion qui ouvre notamment les entreprises sur le monde nouveau des technologies et le monde nouveau de la géopolitique. Et puis à côté de ça, on a créé une ONG là, qui s'appelle Leader pour la paix. On a fait un petit conseil de sécurité libre. Donc on a pris 40 personnalités, 10 anciens premiers ministres, 10 anciens ministres des Affaires étrangères, 10 diplomates et acteurs journalistes, et puis 10 entrepreneurs et sociétés civiles. Et à 40, on traite un certain nombre de sujets, donc on vient de se réunir à Paris. Et là, c'est assez intéressant parce qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on pouvait faire sur tous ces sujets. Et on a décidé de créer, maintenant ça fonctionne, c'est lancé, une école itinérante de la paix. Parce qu'au fond, il y a des écoles de guerre, mais il n'y a pas d'école de paix. Et la paix, c'est un travail. Ça ne tombe pas du ciel. Il faut construire la paix, il faut avoir un certain nombre de choses. Donc, avec Sciences Po d'un côté, avec l'Université de Genève et l'Université du Caire, et l'Université du Latran, on a travaillé notamment, le pape nous a reçus pour travailler sur la question de la dignité et les atteintes à la dignité, source de violence. Bon. Et donc, on est en train de construire un pacte pédagogique sur qu'est-ce que c'est que l'apprentissage de la paix et la pratique de la paix. Et on vient de faire on a fait notre première édition au Latran, on a fait notre deuxième édition en Côte d'Ivoire, et on prépare la troisième en Égypte, la quatrième aura lieu au Vietnam, et la cinquième au Liban. Donc on est parti là sur une école de la paix, et notre objectif est de créer un contenu pédagogique pour essayer de développer l'idée que la paix c'est un travail et que ça mérite des efforts. Cher Jean-Pierre, au nom de notre président et ministère, mille merci. Brillantissime, toujours sympathique, une grande